Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Grise, l'émission qui retrace l'actualité internationale. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de cette émission de géopolitique. Avec nous aujourd'hui pour évoquer les différentes thématiques, Salomé. Bonsoir, Bonsoir Salomé, comment ça va? super et toi? Ça va super, merci. Ludivine, Bonsoir, ça va? ça va et toi? Et Kimia. Bonsoir à tous. J'espère que ça va. En tout cas, aujourd'hui, on est parti pour une actualité assez riche. On va commencer par la brève sur l'Iran et les États-Unis, un conflit qui n'en finit plus. La semaine dernière, le président américain Donald Trump a multiplié les sorties médiatiques à l'encontre du régime iranien. La situation s'est embrasée puisque les États-Unis ont entamé le déploiement d'une dizaine de navires dans le Golfe, dont le porte-avions Abraham Lincoln. Pendant ce temps, l'Iran a annoncé le lancement d'un exercice naval dans la zone stratégique du détroit d'Ormuz. Hier, Donald Trump a déclaré vouloir éviter la matérialisation de ce conflit en arguant vouloir trouver un accord au plus vite, mettant la pression sur la question du nucléaire. La France a de son côté déjà classé les gardiens de la révolution iranien comme organisation terroriste. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a appelé l'Iran à faire des concessions majeures face à la montée des tensions. Alors on sent qu'il y a une montée des tensions dans ce conflit. Kimia, pour l'instant, ça reste assez froid, mais avec le déploiement des États-Unis du côté de l'Iran, ça peut amener, selon toi, à la matérialisation du conflit. Oui, c'est possible parce que là les tensions augmentent avec la classification l'inscription du corps des gardiens de la Révolution sur la liste des groupes terroristes par l'Union européenne et les armadas des États-Unis qui sont au large du Golfe Persique, ça s'annonce, ça s'annonce pas très bien pour l'Iran. Hier ou avant-hier, l'ayatollah Khamenei avait pris la parole en affirmant que les forces militaires de l'Union européenne sont des groupes terroristes, donc pour répondre à cette inscription, et que si les États-Unis déclenchent une guerre, ce sera une guerre régionale, parce qu'il fait référence au fait que les bases navales américaines sont en fait en Israël, pardon. Mhm. Et il fait référence aussi à ses proxys frontaliers comme l'Irak, qui va venir les aider en cas d'attaque et qui les a déjà aidés pour faire la répression contre les manifestants, par exemple. Voilà, donc une chose est sûre, c'est que s'il y a cette guerre régionale, euh, c- c- l'Iran n'a pas la capacité, en soi, enfin, d'après aussi beaucoup de spécialistes, n'a pas la capacité d'emporter cette guerre si réellement il décide de déclencher un chaos dans la région. Donc il peut y avoir une intervention américaine sur le sol iranien, selon Il toi. est très possible, très possible. Et pour parler de la société aussi, les Iraniens, déjà que la vie n'est plus pareille, là ils se préparent à la guerre. Les rues sont désertes puisqu'il y a eu la répression, la nation est un peu endeuillée, car on parle de plus de 40 000 morts. Et cette préparation à la guerre, ils stockent l'eau, ils stockent des conserves, enfin, vraiment ils sont en train de se préparer. Donc il y a un petit mélange d'espoir et d'angoisse parce qu'on entend beaucoup d'Iraniens dire que si Trump il attaque, il va sauver l'Iran, ils le disent. Et certains disent que dans tous les cas, on est condamné parce que soit on mourra sous les bombes, soit on mourra sous le régime. Donc c'est très complexe quand même comme situation géopolitiquement parlant et à l'intérieur de l'Iran aussi. On pourrait aussi avoir la position de la France dans ce conflit, puisque je l'évoquais à la fin de la brève, il y a aussi la position française, et on pourrait peut-être, en cas d'intervention américaine, voir la position de la France. Est-ce que les Français pourraient intervenir avec les États-Unis ou pas Mm. du tout, comme ça avait été le cas en 2003, Oui, où la oui, oui. France avait refusé d'intervenir aux côtés des États-Unis en Ouais. Irak. Ça aussi, on n'est pas du tout sûr. Déjà que la France était le dernier pays membre de l'Union européenne à voter pour l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des groupes terroristes. Il l'a fait la veille, donc ça aussi, ça a un peu créé des tensions, donc à voir. Oui, ça reste à voir Voilà. évidemment pour la suite de ce conflit. En tout cas, il y a une vraie montée des tensions. Une offensive majeure, tandis que le conflit russo-ukrainien semblait s'être essoufflé grâce aux discussions unilatérales entamées par les différentes parties ces dernières semaines, la nouvelle offensive russe sur l'Ukraine hier devrait relancer les hostilités. La nuit dernière, 171 drones auraient été lancés par la Russie. Dimanche, dans la journée, 179 affrontements ont été rapportés par l'armée ukrainienne. Une des attaques russes a pris pour cible un autobus qui transportait les employés d'une mine à Dnipropetrovsk. Cette offensive a fait 12 morts et 7 blessés. L'Ukraine a réagi ce matin par l'intermédiaire d'une frappe de drone qui a fait 2 morts dans la région frontalière russe de Belgorod. Salomé, on parlait un peu moins de ce conflit dans les médias ces derniers temps. Comment est-ce que tu peux analyser le fait que ça revienne comme ça avec cette offensive russe? Est-ce qu'on peut espérer la résolution du conflit ou finalement ça va pas du tout dans ce sens? C'est un conflit assez compliqué. Il y a des va-et-vient entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et c'est vrai que là, cette attaque de drone, ça a relancé les tensions. Après avoir
la suite, comment ça va continuer, les ripostes ou non. Donc, Mais c'est vrai que c'est assez particulier puisqu'on sent une vraie recrudescence. On en parlait peut-être un peu moins dans les médias. Ludivine, tu souhaiterais peut-être rebondir sur ce que dit Salomé Oui, sur ce conflit. à noter que quand même la Russie a quelques problèmes ces derniers temps au niveau économique, puisque pour financer une guerre, il faut de l'argent, et que ce soit les Américains ou les Européens, plus aucun financement avec le gaz, etc., ne leur est donné. Donc c'est aussi un peu une guerre qui s'éternise, et avec quelques assauts parfois. J'avais lu que les Ukrainiens étaient quand même assez sceptiques sur la fin de cette guerre d'ici la fin de l'année, mais c'est une guerre qui revient de temps en temps, donc c'est assez inquiétant sur l'avenir de l'Ukraine, que ce soit au niveau matériel et immatériel. Oui, mais c'est vrai qu'on parle énormément dans les médias du fait qu'il y a des négociations qui ont été entamées avec l'implication des émissaires américains et russes qui auraient pu entrevoir la fin de ce conflit, mais on n'a pas du tout l'impression que ça va dans ce sens avec les ripostes de Vladimir Poutine. On termine maintenant ces brèves avec Gaza, une avancée dans la résolution du conflit. Hier, Israël a annoncé la réouverture du passage de Rafah, qui se situe à la frontière entre l'Égypte et Gaza, un positionnement stratégique qui garantit l'arrivée de l'aide humanitaire. La réouverture de ce passage, fermé depuis le printemps 2024, a été exigée par l'ONU et par de nombreuses ONG. Cette avancée est majeure puisqu'elle s'inscrit dans la continuité de la trêve signée entre le Hamas et Israël le 10 octobre 2024. L'évolution reste néanmoins fragile puisque les conditions de passage sont difficiles alors que le gouvernement israélien a procédé à de nouvelles frappes meurtrières samedi qui ont fait 32 morts. De nombreuses ONG réclament une ouverture bien plus large de ce passage. Est-ce qu'il y a, Kimia, une avancée, tu trouves, dans ce conflit ou pas du tout ? On peut dire que c'est un très petit pas significatif pour la fin de la guerre, mais c'est quand même un très très grand mot, même de dire petit pas. Mais parce que, enfin, il faut le dire parce que c'est quand même une réouverture qui permet le passage de civils, de blessés, de patients, et ça permet aux ONG d'apporter leur aide plus facilement. Mais bon, à voir encore une fois l'issue parce que c'est tout nouveau, donc à voir comment ça marche, s'il n'y a pas des risques, s'il n'y a pas des affrontements à ce moment-là aussi, à cet endroit-là. C'est vrai qu'il y a une ambivalence, puisque d'un côté, il y a des bombardements israéliens qui continuent à être assez fréquents sur la zone, mais d'un autre côté, on sent qu'Israël fait certaines concessions avec la petite ouverture de ce passage, donc c'est assez particulier et plutôt paradoxal. Ouais. On va maintenant passer aux chroniques et commencer par le traditionnel temps long où Salomé va nous parler de Cuba, puisque récemment Donald Trump a pris pour cible Cuba, ce qui a pu raviver les tensions entre les deux pays qui sont assez historiques. Salomé, je te lance sur Cuba. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler de Cuba. L'île caribéenne s'est une nouvelle fois retrouvée au cœur de tensions. C'est le 30 janvier 2026 que le président américain Donald Trump a signé un décret visant à durcir encore la pression économique sur Cuba. Concrètement, Washington menace d'imposer de lourdes sanctions aux pays qui continuent de fournir du pétrole à l'île. Une stratégie assumée, le résultat recherché est d'asphyxier économiquement le régime cubain pour provoquer sa chute. Cette décision, elle intervient dans un contexte régional explosif, car pour rappel, Donald Trump a capturé Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Le pays était le principal exportateur de pétrole vers Cuba. Mais donc Cuba, pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut remonter loin dans l'histoire. Ça a été une colonie espagnole à la fin du XVe siècle et elle a été sous domination espagnole pendant près de 400 ans. À la fin du XIXe siècle, 2 guerres d'indépendance tentent de libérer l'île, mais une fois l'Espagne chassée, les États-Unis prennent rapidement le relais. C'est dans les années 1950 qu'elle devient un terrain de jeu donc pour les intérêts américains entre tourisme, corruption, mafia. C'est dans ce contexte que Fidel Castro lance la révolution en 1953 avant de prendre le pouvoir en 1959. Il instaure un régime communiste, rompant brutalement avec Washington. À cela vient s'ajouter la guerre froide en 1962. John Fitzgerald Kennedy impose un embargo total à Cuba après l'installation de missiles soviétiques sur l'île. L'histoire la nommera la crise des missiles. Cet embargo, toujours en vigueur aujourd'hui, devient l'un des plus longs de l'histoire contemporaine.
Depuis, les relations n'ont cessé d'osciller. Il y a eu un espoir sous Barack Obama entre 2009 et 2016, avec une tentative de normalisation politique et économique. Mais cet élan, il a été brutalement stoppé par le retour de Donald Trump, qui impose plus de 250 nouvelles mesures restrictives pour effacer les avancées d'Obama. En plus de cela, la pandémie du Covid-19 plonge alors Cuba dans une crise profonde, plus de tourisme, moins de devises, un pays complètement à l'arrêt. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que les États-Unis s'acharnent-ils encore sur Cuba ? Il y a plusieurs raisons à cela, j'en ai décelé 3, vous me direz ce que vous en pensez. Mais d'abord, pour des raisons idéologiques, Cuba reste un symbole du communisme aux portes des États-Unis, puisque l'île de Cuba est très proche de la Floride, en géolocalisation. C'est une anomalie stratégique que Washington n'a jamais vraiment acceptée. Ensuite, il y a des raisons de politique interne. Comme je viens de le citer, beaucoup de Cubains qui étaient contre la politique de Fidel Castro ont fui vers la Floride. Donald Trump satisferait donc son électorat sur place en essayant d'asphyxier le pays et faire tomber le régime communiste. Enfin, pour des raisons géopolitiques, empêcher Cuba de devenir un point d'ancrage durable pour les puissances rivales, car pendant que les États-Unis sanctionnent, la Chine soutient Cuba, Pékin multiplie les accords économiques, les prêts et la coopération diplomatique. Pour la Chine, Cuba représente un allié stratégique en Amérique latine. Mais au milieu de ce bras de fer, ce sont les Cubains qui souffrent. La population vit aujourd'hui une situation de plus en plus insoutenable, pénurie alimentaire, manque de médicaments, inflation, coupure d'électricité quotidienne. Si l'embargo américain aggrave la crise, le régime communiste cubain porte aussi une lourde responsabilité. L'État contrôle tout, mais la corruption est massive, les salaires ne permettent plus de vivre et une économie parallèle étrangère profite à une minorité. Depuis, l'exil est devenu la seule issue pour des milliers de Cubains. On a pu voir plusieurs vidéos de ces manifestations contre l'arrêt d'envoi de pétrole à Cuba. Et c'est vrai que c'est encore une fois un peu divisé. On ne sait pas vraiment ce que le peuple cubain pense, comment est-ce qu'il le vit et si les images sont encore une fois manipulées ou non. C'est vraiment des tensions qui perdurent et qui vont continuer. Oui, c'est que ce sont des tensions assez persistantes. En tout cas, merci beaucoup, Salomé. Je voudrais souligner un point dans ce que tu as dit, c'est le communisme, déjà dans un premier temps, et c'est surtout le fait qu'une puissance étrangère puisse être aux portes des États-Unis. On l'avait déjà vu, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'URSS, qui partageait le même régime que Cuba, donc à savoir le communisme, qui était déjà aux portes des États-Unis, donc dans les années 50-60, la guerre froide. Et là, tu évoques la Chine. Et c'est vrai que ça, c'est encore une nouvelle manière d'aborder le conflit, puisqu'à l'époque, ça pouvait être l'URSS. Aujourd'hui, ça peut être la Chine. Et on voit donc la hantise qu'a les États-Unis de voir une puissance étrangère, Exactement. une puissance mondiale, pouvoir être là. Comment tu analyses ça, Kimia, avec ce parallèle entre l'URSS et la Chine ? Je ne sais pas si tu es vraiment d'accord. Peut-être que ça, Si, ça a changé. maintenant que Salomé l'a dit, je m'en rends compte. Enfin, j'y pense et je me dis que en fait, ça reste une terre qui est en fait exploitée pour des intérêts stratégiques en fait par rapport aux États-Unis. Donc en fait des deux côtés, que ce soit par rapport par la Chine qui l'exploite pour se rapprocher des frontières états-uniennes et les États-Unis qui essayent de tout faire pour éviter tout ça. Je trouve qu'en fait cette terre elle est utilisée que pour des, comment dire, Oui. voilà, C'est un placement stratégique. stratégique, voilà, c'est ça. Alors que comme tu disais, le peuple il souffre en même temps à cause de tout ça aussi. Oui, il y a le communisme, mais pas que. Il y a aussi les régimes répressifs internationaux. Mais au vu de la dureté de la politique migratoire entamée par Donald Trump, on pourrait, tu penses, Salomé, avoir une nouvelle manière de voir le conflit. Peut-être que ça va augmenter les tensions avec Cuba, le fait que la police migratoire soit aussi dure envers les immigrés qui peuvent être cubains, souvent. Ça, c'est intéressant. C'est une question que je me suis posée aussi. Et il y a énormément de Cubains qui ont été, qui sont exilés après avoir notamment eu le retour la révolution et Fidel Castro, qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et souvent, c'était des
des Cubains colons espagnols, etc. Donc, est-ce qu'il y a vraiment... bon, c'est pas du tout la majorité, mais pour ceux qui sont allés en Floride, pour la plupart, c'était ces personnes-là. Ensuite, avec la politique migratoire de Trump, c'est vrai que, à mon avis, les Cubains aussi, ils vont en pâtir, puisque rien ne l'arrête, visiblement. Ouais. Mais à voir comment ça va se dessiner. Ouais, mais on voit encore une fois que ce sont les civils qui sont bien souvent impactés, parce qu'il y a Donald Trump qui met en place ces mesures, etc. Il y a peut-être la réaction de la classe politique cubaine, mais ce sont les civils, qu'ils soient immigrés ou non, qui pâtissent de cette situation politique. En tout cas, c'est ce qu'on peut revoir dans la majorité des conflits. On va maintenant passer au fun fact avec Kimia qui va nous parler de la question de l'Éthiopie, qui est le seul pays africain à ne jamais avoir été colonisé. Tu vas nous raconter cette histoire. Oui, Kimia. l'Éthiopie est l'un des rares pays à n'avoir jamais été colonisé. Ce pays situé dans la corne de l'Afrique a des racines très anciennes et c'est son histoire riche qui est perçue comme un rempart d'indépendance. L'Éthiopie était un empire établi sous le règne de plusieurs empereurs emblématiques comme Ménélik Ier, le fondateur de l'empire, Ménélik II et Haïlé Sélassié qui ont fortement contribué à la souveraineté du pays. Dans les années 1880, pendant les conquêtes menées par les empires coloniaux européens sur le continent africain, l'Éthiopie était épargnée, car d'une part c'est un royaume chrétien, pour les Européens cela donnait une image de pays civilisé, et d'autre part sa position géographique faisait que le pays était enclavé, donc pas d'accès à la mer directe, ce qui était moins intéressant pour les Européens. Mais la raison clé du maintien de l'indépendance éthiopienne était sa capacité à repousser les invasions européennes, notamment italiennes. Déjà en 1869, l'Italie et l'Éthiopie se disputaient l'Érythrée. Après des affrontements gagnés par les Éthiopiens et des contre-attaques, l'Italie arrive à repousser les Éthiopiens et fait de l'Érythrée sa première colonie. Ce qui l'encourage à convoiter l'Éthiopie aussi, mais il ne le fait pas de suite. Tout débute en 1889, 20 ans après, quand l'Italie et l'Éthiopie passent un accord, l'accord de Wuchale, mais une différence de traduction fait de ce traité un piège. C'est quand l'empereur Ménélik II le comprend, il tente de faire abroger le traité, mais l'Italie refuse et menace d'imposer son autorité par la force. Et c'est là que la guerre est déclarée. Ce qui nous amène à la victoire d'Adwa en 1896, bataille très importante où les forces éthiopiennes infligent une défaite écrasante aux Italiens, marquant un tournant dans l'histoire. Les troupes italiennes avaient sous-estimé la force et l'organisation efficace des troupes éthiopiennes. En fait, les guerriers de tous les coins du pays, connaissant le terrain, se sont rassemblés après l'appel de Ménélik II. Ils ont encerclé l'ennemi et ont tout simplement conduit les 20 000 soldats italiens à se retirer. C'est la première fois qu'une défaite aussi sanglante est subie par un colonisateur. Après cette humiliation, l'opinion publique en Italie manifeste et réclame la fin de la colonisation. C'est là qu'un nouveau traité apparaît, celui d'Addis Abeba, donc le nom de la capitale actuelle, dans lequel l'Italie reconnaît l'indépendance absolue de l'Empire éthiopien comme État souverain. Mais ce n'est pas fini, parce que l'Italie va revenir dans les années 30. L'Éthiopie était membre de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, et luttait sans arrêt contre les tentatives des puissances coloniales qui remettaient en cause sa légitimité. Cet aspect a renforcé la détermination du peuple éthiopien à rester libre. Mais pour l'Italie fasciste de Mussolini, l'Éthiopie devient une nouvelle cible. Pourquoi ? Parce que l'Éthiopie était l'un des rares États indépendants d'Afrique. Les Éthiopiens ont donc dû résister à nouveau l'occupation italienne, et grâce à l'appel de Haïlé Sélassié, empereur de l'époque, la résistance finit par restaurer l'indépendance. Donc même si l'Éthiopie a échappé à la colonisation, ça n'a pas été sans conséquences. Le pays a connu des défis économiques et sociaux aggravés par la sécheresse et les guerres ethniques. En plus, l'Éthiopie devient isolée suite à l'indépendance de l'Érythrée en 1993, ce qui a encore plus affaibli sa situation économique. Cela étant dit, le pays continue de se développer encore aujourd'hui. Le contexte économique et interne reste tout de même compliqué à cause du gouvernement, mais pas dû à cette absence de colonialisme européen. Cette indépendance et cette lutte contre l'invasion italienne marquent une fierté nationale chez les Éthiopiens parce qu'ils ont réussi à construire leur pays eux-mêmes, maintenir leur propre langue, créer leur propre monnaie, leur propre structure, notamment avec ce barrage d'eau très impressionnant. Et surtout, c'est le pays qui est le siège de l'Union africaine. Toute cette fierté découle de leur but de perpétuer l'héritage reçu par les figures symboliques et inspirantes de leur histoire. Merci beaucoup Kimia, et c'est vrai que c'est assez étonnant quand même, puisque dans l'opinion publique, toute l'Afrique a été colonisée suite à cette conférence de Berlin. Il me semble que c'était au début des années 1880, l'Éthiopie pas du tout. Comment est-ce que toi, dans tes recherches, tu as pu voir l'impact de la religion, par exemple, parce que tu disais que la religion c'était l'argument des Occidentaux pour dire que ce peuple-là était civilisé et que finalement il n'y avait pas à le coloniser. Est-ce que c'était important pour eux
de voir la place du christianisme? Je pense que oui, parce que d'après mes recherches, l'Éthiopie a quand même cette forte histoire et cette forte religion, surtout par rapport au christianisme. Après, il y a des minorités aussi musulmanes, mais il y avait quand même une grande majorité de chrétiens, orthodoxes, mais pas que, hein, mais voilà. Et en fait, c'était franchement dans les plusieurs recherches que j'ai vues, dans les différentes sources, ils le répétaient sans cesse que c'était une des raisons pour laquelle les Européens ne sont pas venus là. Mais après, voilà, il y avait la position géographique. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que même si les Européens sont venus, donc les Italiens, ils ont quand même réussi à les repousser. Il y a ça aussi qui fait qu'ils ont pu repousser les puissances européennes coloniales. Et sous le prisme européen, c'était aussi une volonté de l'Italie d'étendre son empire en Afrique et de pouvoir concurrencer les Allemands, les Français, Oui, les c'est Anglais, ça. qui jouissaient peut-être d'un empire un Parce peu plus que fort. les Italiens, j'avais vu que les Italiens, en fait, c'était la seule colonie un peu européenne qui avait le moins de territoire. Voilà. Donc, quand il a réussi à faire de l'Érythrée sa première colonie, il s'est dit, bon, bah, je vais l'étendre, je vais continuer. Voilà, il y avait plein de conflits aussi avec les Britanniques, parce qu'ils étaient, ils étaient autour aussi dans les pays frontaliers. Donc, il y avait ça aussi, ouais. Et l'absence de colonisation européenne permanente sur le territoire n'a pas empêché derrière l'Éthiopie de connaître Non. des difficultés. Pourtant, on pense que oui, et ça, je trouve que c'est quand même une notion qu'il faut pas trop, qu'il faut pas trop dire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu le colonialisme dans les autres pays en Afrique que ces pays-là sont développés ou plus développés, parce que l'Éthiopie est très très développée et on le voit, ils ont pu maintenir leur propre langue, leur religion, leurs ethnies, leur diversité ethnique, même s'il y a des guerres ethniques, ils ont quand même pu maintenir leur identité. Donc voilà. Et donc ça a servi à la création du récit national éthiopien. Exactement, et une grande fierté nationale. Ouais. Et on peut faire un petit parallèle avec l'Algérie, qui malgré le départ du colon français, n'a pas forcément empêché derrière les difficultés qu'il y a pu avoir avec l'émergence du pouvoir islamiste, par exemple, en Algérie. Donc, oui, exactement. Voilà, on peut faire un petit parallèle. On va maintenant terminer avec le rendez-vous en terre inconnue. On va partir du côté de la Transnistrie, je ne sais pas si je le prononce bien, Ludivine, qui se situe aux confins de la Moldavie et qui est peut-être un peu stratégique dans le conflit russo-ukrainien, un tout petit peu en tout cas. Et on va en parler avec Ludivine, je te lance. Alors tout à fait, je vous emmène en Transnistrie, qui est une région séparatiste de l'est de la Moldavie d'environ 200 km de long pour 20 km de large. Elle est coincée entre l'Ukraine et la Roumanie. Elle compte environ 500 000 habitants. Sur les cartes officielles, elle n'existe pas. Mais comment on en est arrivé là ? Tout commence avec la chute de l'Union soviétique. En 1991, la Moldavie déclare son indépendance. Le pays se tourne vers l'Europe. Mais en Transnistrie, région plus industrialisée et majoritairement russophone, ce virage est contesté. La population ne veut pas adopter le roumain comme langue officielle. Les tensions dégénèrent et un conflit armé éclate en 1992, avec l'appui indirect de la Russie aux séparatistes. Un cessez-le-feu met fin au combat, mais aucun accord politique n'est trouvé entre la Moldavie et la Transnistrie. Depuis plus de 30 ans, ce conflit est gelé. Depuis, la Transnistrie se considère comme un État indépendant, mais elle n'est reconnue par aucun pays du monde. Ce pays fonctionne comme un véritable État. Elle possède sa capitale, Tiraspol, une monnaie, le rouble de Transnistrie, et une armée. Son président, Vadim Kranoselski, est au pouvoir depuis 2016. Officiellement, la Transnistrie fait partie de la Moldavie. Certains lui donnent le surnom d'État fantôme en Europe. Le pays souhaiterait être attaché à la Russie, mais Moscou ne l'a jamais voulu. La Transnistrie se situe à plus de 800 km de la Russie. Son passé soviétique reste tout de même très présent, avec des statues de Lénine, des étoiles rouges, marteaux et fossiles, tout rappelle la guerre froide. Derrière cette façade soviétique se dessine une autre réalité. Le territoire est dirigé par une unique entreprise, Shérif. Ce conglomérat contrôle l'économie de la région, de l'industrie alimentaire à la télécommunication ou bien la pharmaceutique. Shérif est le principal employeur du pays. Fondée par des anciens membres des services secrets russes, l'entreprise participe aux décisions gouvernementales afin de maintenir son monopole. Dans un pays où l'attache à son histoire reste forte, le logo de l'entreprise la plus présente est une étoile à 5 branches de shérif américain. Cette région a un avantage, sa position stratégique. La Transnistrie pourrait devenir un axe majeur dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour la Russie, ce territoire permet une présence militaire proche des Européens. Elle constitue aussi un moyen de pression sur la Moldavie, dont le pouvoir est plutôt europhile. Alors que la Moldavie veut rejoindre l'Union européenne, dès 2028, la place de la Transnistrie reste entière.
En 2022, des conflits avaient même été enregistrés à la frontière de la région. Certains analystes évoquent une invasion russe et l'idée de la Novorossia qui inclurait tout le littoral ukrainien jusqu'à la Transnistrie. Un scénario hypothétique mais révélateur du rôle central de la Transnistrie dans les guerres mais aussi dans l'équilibre sécuritaire de l'Europe. Merci Ludivine. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire qu'un État fantôme puisse être impliqué dans un conflit aussi majeur. Est-ce que toi, dans tes recherches, tu as trouvé ça paradoxal ou pas du tout au vu de la zone stratégique de la Transnistrie ? Je dirais que c'est un État qui est quand même assez, qui reste quand même sous l'autorité moldave en quelque sorte, mais qui a un fort pouvoir avec une population qui a quand même une origine très forte, des valeurs aussi, avec même un passeport. Je l'ai pas dit, mais il y a un passeport transnistrien qui est assez drôle quand même parce qu'ils peuvent pas l'utiliser. Donc avoir au sein de l'Europe un État qui a des valeurs aussi fortes envers la Russie, ça peut être en sorte un poste avant-garde qui peut être pris pour une menace pour nous en Europe, puisque maintenant, vu la politique de Poutine, l'Européen serait une menace. C'est pourquoi nos regards se tournent aussi beaucoup vers l'Europe de l'Est, qui a de grands enjeux politiques et stratégiques. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Toi, Kimia, est-ce que tu connaissais la Transnistrie ou pas du tout ? Pas du tout, Ouais, vraiment pas du tout. Et du coup, si je comprends bien, c'est un État indépendant où il fait quand même partie de la Moldavie. C'est oui. Ça okay, Alors, mais ils ont leur propre politique avec un gouvernement, ils suivent leurs règles. Mais la Moldavie garde en quelque sorte un œil sur ce qu'il se passe. D'accord. Mais ils agissent indépendamment. Ouais, non, mais t'as bien fait d'en parler parce que on n'en parle pas déjà, du coup, comme tu le dis, et je savais pas du tout, je connaissais pas. Et c'est assez intéressant, et d'ailleurs pour les amateurs de football, il y a quelques années, le Sheriff Tiraspol avait affronté le Real Madrid en Ligue des Champions, et c'est très intéressant parce que déjà ils avaient battu le Real Madrid en Espagne à Madrid, le Real avait remporté la Ligue des Champions juste après, mais c'est très intéressant parce que quand on prend la composante du nom du club, c'est le Sheriff Tiraspol, donc c'est l'entreprise dont parlait Ludivine, et puis derrière Tiraspol qui est donc la capitale de la Transnistrie, et il s'était présenté en Ligue des Champions sous la bannière moldave. Donc c'est assez intéressant là aussi, on voit que le football peut être vecteur de ce genre de choses et on voit qu'ils sont venus sous la bannière moldave, donc c'est assez intéressant. Ni la bannière russe, ni la bannière ukrainienne, c'est vraiment représentatif de la Moldavie. En tout cas, je vous propose de finir sur ça, à voir si vous avez quelque chose à rajouter en tout cas sur cette émission. En tout cas, c'était super intéressant de partir du côté de la Transnistrie et je vous remercie d'être venu faire cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.